Bonjour à vous tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans notre institut de recherche lyrique qui est dédié aux maladies du cœur pour ce nouvel événement virtuel qui est réservé donc à nos donateurs et à nos mécènes. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc je suis le docteur Ossini, cardiologue, rythmologue à l'hôpital de Bordeaux et également directrice adjointe de cet institut de recherche. Et aujourd'hui, je suis accompagnée du professeur Hubert Cochet, radiologue de profession. Alors, je vous remercie d'être à mes côtés aujourd'hui et puis nous allons échanger au travers du chat tout au long de cette rencontre, pardon, et vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y répondre tout au long de cette réunion. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais rappeler quelques chiffres qui devraient vous parler et qui concernent donc les maladies du rythme cardiaque. Donc vous savez que nous sommes focalisés sur 3 arythmies qui sont la fibrillation auriculaire, la fibrillation ventriculaire et l'insuffisance cardiaque. Pour remettre un petit peu les chiffres en mémoire, la fibrillation auriculaire en France, c'est un petit peu moins d'1 million de personnes qui sont touchées par cette maladie. Il y en a 33 millions dans le monde. Et cette arythmie consiste, en fait, c'est la chambre supérieure du cœur qui s'accélère et qui bat de façon anarchique. Et ça a pour conséquence de faire stagner le sang dans cette petite chambre et un caillot peut se former et migrer au niveau du cerveau. Bien sûr, la qualité de vie de ces patients est très endommagée et est très altérée. Pardon. Habituellement, on n'entend pas son cœur battre, mais là, en cas de fibrillation auriculaire, la plupart du temps, c'est que les patients entendent leur cœur battre et c'est source d'angoisse importante. Le risque également embolique d'accident vasculaire cérébral, les fibrillations auriculaires sont responsables environ de 30% des AVC dans le monde. Donc c'est une complication qui est majeure de la fibrillation auriculaire. On s'intéresse également aux fibrillations ventriculaires et les fibrillations ventriculaires touchent environ 6 millions dans le monde, 6 millions de personnes. C'est une arythmie qui touche la partie inférieure du cœur, le muscle cardiaque lui-même. Et là, on parle souvent d'arrêt cardiaque, mais en fait, le cœur ne s'arrête pas. Il s'accélère, contrairement à ce qu'on peut penser, et il y a une espèce de tornade électrique qui fait accélérer le cœur aux alentours de 300 battements par minute. Et donc, dans les quelques secondes, si le flux n'est pas rétabli rapidement par un massage cardiaque, par exemple, eh bien, il y a une perte de connaissance. Et plus cette perte de connaissance continue, plus le pronostic vital est engagé. En France, il faut savoir qu'il y a à peu près 50 000 personnes qui sont touchées par cette maladie. Ça représente un peu plus d'une centaine de décès par jour. Et c'est une mort qui est brutale, la plupart du temps, qui arrive à domicile. Et malheureusement, contre ce fléau national, il y a assez peu de campagnes de sensibilisation et de prévention. Donc, nous, on s'intéresse à ces maladies en termes de prévention, meilleure définition des mécanismes et puis apporter un traitement adéquat. Et donc, c'est sur ces bases de ces maladies, de notre expérience clinique, que l'Institut Lyrique a été fondé en 2012. Et cet institut a 4 grandes missions, qui est donc une mission bien sûr de recherche pour essayer de vraiment mieux comprendre les mécanismes, mieux faire de la prévention et du diagnostic. Et donc c'est une recherche d'excellence. L'autre mission qui nous est impartie, eh bien, c'est une mission de soins. Alors le soin se fait sur le site de Haut-l'Évêque. On n'a pas vocation à répliquer les soins ici dans l'Institut, mais nous sommes en connexion directe avec le CHU de Bordeaux. Nous avons également une mission de formation très importante. C'est bien d'avoir du savoir, mais le plus important, c'est de transmettre ce savoir pour les jeunes générations, pour les étudiants, pour les professionnels de santé, que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour bien entendu diffuser toutes les techniques que nous avons découvertes, et puis également pour une meilleure prise en charge des patients qui souffrent de ces maladies dans d'autres services.
Nous avons également une mission d'innovation et c'est à ce titre effectivement que nous avons aussi Hubert Cochet avec nous qui va vous parler effectivement de l'innovation qui se fait ici au Lyrique. Et cette innovation, bien sûr, c'est encore une fois pour trouver des outils, pour faire de la prévention des maladies, puisque le meilleur traitement, c'est bien de prévenir et pas d'avoir la maladie. L'innovation également concerne le traitement, quelles sont les nouvelles thérapies et les nouveaux outils de demain qu'on est en train d'inventer ici. Et puis même également dans la formation, il y a de l'innovation qui est extrêmement transversale entre la recherche, l'innovation, le soin et la formation. Et donc, eh bien, pour répondre au mieux à toutes ces missions, on a lancé une campagne de levée de fonds qu'on appelle une campagne de financement qui s'appelle Light Up Your Heart, qui est Ouvrez vos cœurs. Et c'est une campagne de 10 millions sur 5 ans. Alors, bien sûr, notre communauté grandit grâce à vous tous et nous sommes fiers d'avoir le soutien de donateurs et mécènes locaux, nationaux et internationaux, et qui, par leurs gestes, bien sûr, reconnaissent l'excellence de notre institut et qui souhaitent nous accompagner dans le futur. Alors, depuis le début dans les équipes du Lyrique, j'ai la chance d'être accompagné par lui aujourd'hui, le professeur Cochet, qui est chef de l'équipe imagerie ici au Lyrique et qui est également chef de service du service de radiologie, cardio-radiologie à Haut-l'Évêque et qui, au travers de ses multiples casquettes, participe à l'effort de l'innovation du Lyrique. Et donc, à ce titre, eh bien, Hubert va nous parler de l'innovation en imagerie qui a été développée ici à Lyrique. Merci Mélèze, bonjour à tous. Donc oui, je suis donc radiologue, professeur à l'Université de Bordeaux et chercheur au Lyrique où je dirige le département des technologies pour la santé et au sein du département technologie pour la santé, l'équipe de traitement du signal multimodal. Et donc, je vais vous parler donc d'imagerie parce que je suis radiologue et qu'au Lyrique, la recherche et l'innovation, c'est pas que des méthodes de cartographie électrique et d'ablation par cathéter, c'est aussi des méthodes de diagnostic non invasif par l'imagerie. On s'en sert pour diagnostiquer l'origine des arythmies, on s'en sert pour prédire la survenue d'arythmies et mieux les protéger, et on s'en sert aussi et surtout, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, pour guider le traitement et améliorer le traitement. Donc on a souhaité vous parler d'une innovation logicielle. Il s'agit d'un logiciel académique qui s'appelle Music, qui a été développé par des médecins, des ingénieurs, des chercheurs en sciences numériques et des manipulateurs d'électroradiologie également, entre le CHU et l'IHU. L'idée étant, en fait, l'histoire commence il y a une douzaine d'années quand je suis rentré pour la première fois dans un laboratoire d'électrophysiologie, là où travaille Mélèze, et où j'ai vu Pierre Jaïs, mon bon ami, travailler pour la première fois avec ses cathéters dans le cœur d'un patient, pour traiter une arythmie en allant brûler à l'aide de cathéters des circuits d'arythmie. Et j'ai trouvé cette procédure extraordinairement complexe, parce qu'il s'agissait d'induire des arythmies, d'avoir la chance que le patient les tolère, de pouvoir les cartographier en quelques minutes avec l'aide de cathéters qui en plus restent en surface, ne voient pas dans la profondeur du tissu. Et j'ai été aussi immédiatement intéressé par une technologie qu'ils ont pendant leurs interventions, qui est la localisation tridimensionnelle des cathéters. Et on a vu ça très rapidement comme une opportunité pour faire naviguer leurs cathéters dans nos images tridimensionnelles acquises en préopératoire par des scanners ou des IRM, afin, au début, de corréler ce que l'image peut montrer sur le tissu, des cicatrices par exemple, qui peuvent être présentes dans le tissu, et ce que les cathéters peuvent montrer sur les désordres électrophysiologiques de la vague électrique qui se propage dans ce muscle. Donc au début, c'était un programme de recherche qui tentait de décrire les relations entre la structure et la fonction électrique dans le muscle cardiaque. Mais très très vite, on a identifié des zones anormales dans l'image qui font le lit de ces arythmies. Et on a commencé à intégrer ça dans nos stratégies thérapeutiques à l'aide d'un logiciel dédié qui transforme ces images en des modèles 3D personnalisés au cœur du patient et qui permettent d'aider à
aller plus vite au bon endroit et à identifier les cibles plus rapidement. D'ailleurs, on a une petite vidéo pour vous montrer l'impact en pratique qu'a cette technologie sur le traitement. Roman va lancer ça tout de suite. On se revoit tout à l'heure. Hey, salut Cyril! Et bonjour! Dis Cyril, qu'est-ce que tu fais? Chut, j'écoute battre le cœur. Ah, le cœur, cet organe vital qu'on connaît par cœur. C'est vrai qu'on a plusieurs images et représentations de l'activité de notre cœur. Il y a l'IRM, le scanner, l'échographie ou encore l'électrocardiogramme. Dis Cyril, c'est quoi toutes ces lignes-là sur ton électrocardiogramme? Eh bien, tu dois savoir que le cœur est une pompe mécanique qui fonctionne grâce à l'électricité produite par ses cellules cardiaques. Et l'électrocardiogramme permet de visualiser l'activité électrique en question. Celle-ci doit être régulière. Mais parfois... Oh là là Cyril, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle un arrêt cardiaque. Mais le cœur n'est pas en arrêt là. Au contraire, il bat beaucoup trop vite. Oui, il ne pompe plus le sang, car il est victime d'une tornade électrique. L'arrêt cardiaque est la conséquence d'une arythmie électrique due à des cicatrices dans l'épaisseur du cœur. Mais alors, comment soigner cette cicatrice? L'idéal serait de pouvoir voir et se déplacer en 3D dans l'organe pour aller soigner cette zone défaillante. Tu as raison, suis-moi. Une des techniques actuelles est d'insérer un cathéter à plusieurs branches dans les vaisseaux sanguins en passant par la veine ou l'artère fémorale pour atteindre le cœur. Ce cathéter en forme de main scanne les parois internes du cœur. Il récolte des données et cartographie l'activité électrique cardiaque. C'est incroyable. Oui, mais en fait, ce n'est pas si précis parce que l'analyse reste en surface et l'intervention peut durer plus de 5 heures. C'est pourquoi les équipes de l'INRIA et de l'IHU Lyrique au CHU et à l'Université de Bordeaux ont développé une toute autre méthode. Plus rapide et moins invasive? Oui, la cartographie du cœur se fait désormais grâce au logiciel Music. Ce logiciel permet de transformer les images de scanner et d'IRM 2D en un cœur virtuel 3D super détaillé. De la 2D à la 3D. Pas bête. Et surtout très utile pour le cardiologue. Exactement. Grâce à cette méthode réalisée au préalable de l'opération, le cardiologue pourra traiter directement la cicatrice responsable de l'arythmie cardiaque lors des interventions dites d'ablation. Il s'appuie sur les images 3D du cœur du patient et peut voir la cicatrice à travers les parois. Le traitement est beaucoup plus précis. Et voilà, le cœur reprend son rythme normal. Quelle innovation! Et oui, cette innovation sauve des vies, car l'arythmie cardiaque touche des millions de personnes dans le monde. Mais dis Cyril, cette technologie n'est présente qu'au CHU de Bordeaux? Eh bien non, le réseau Music comprend désormais 50 hôpitaux sur tous les continents. Et l'ensemble des données collectées par Music dans le monde entier alimente l'intelligence artificielle du logiciel. Cela permet de traiter les patients de manière toujours plus précise à travers le monde. C'est magique. Non, c'est Music. Alors, merci Romane pour cette vidéo qui est très explicite. Alors, moi, en tant qu'utilisatrice de cette plateforme, effectivement, du rendu en 2 dimensions, du cœur en 3 dimensions, c'est vraiment essentiel dans notre pratique quotidienne. Ça a pu réduire les procédures drastiquement. On a gagné facilement 2 heures de procédure sur toutes nos procédures. L'intervention est beaucoup plus efficace en termes de succès à long terme. On voit qu'en utilisant ce logiciel, eh bien, on a des meilleurs résultats cliniques. Et puis également en cours de procédure, eh bien, on n'a pas besoin d'induire l'arythmie dans la plupart du temps. On se base sur les images que nos amis radiologues nous ont données pour pouvoir traiter le substrat. Alors Hubert, peux-tu nous expliquer un petit peu comment cette innovation a été valorisée ? Oui, bien sûr. Au fur et à mesure du projet de recherche, on était confronté au fait que cette technologie était présente qu'à Bordeaux, et le film montre qu'à un moment, on a dû
rendre disponible cette technologie dans des centres distants, parce qu'on nous posait toujours la question, à Bordeaux, vous avez de très belles images, mais comment ça peut venir chez nous, qui n'avons pas cette expertise, ni le logiciel, ni les gens qui savent traiter ces images, ou les algorithmes qui peuvent traiter ces images. Donc on a commencé déjà, sur le plan académique, à créer un serveur sur lequel des centres pouvaient transmettre des images anonymisées, et on leur rendait les cœurs virtuels de leurs patients à temps pour les procédures. Et puis très vite, en fait, on a été un peu dépassé par notre succès, et ça a dépassé les capacités d'un projet de recherche, parce que beaucoup de centres souhaitaient bénéficier de la technologie et rejoindre donc ce programme qui avait plus grand-chose à voir avec un programme de recherche. Donc on a décidé de créer une entreprise en 2017. Alors, les fondateurs de cette entreprise étaient donc les créateurs de la technologie, donc Pierre Jaïs, cardiologue, Maxime Sermezan, qui est un chercheur en sciences numériques, et moi-même, qui suis radiologue. Et on a accueilli un 4e larron, avec la carte plus business, afin de porter cette entreprise comme CEO. Et donc, je vais passer la parole à Jean-Marc Perrat, qui est donc désormais CTO de l'entreprise Inart, qui va vous présenter rapidement le profil de cette compagnie qui existe donc depuis maintenant 5 ans sur le site de Pessac à côté de l'IHU. Bonjour, oui, alors je suis Jean-Marc Perrat, je suis le directeur technique, comme a dit Hubert, d'Inart, et aussi cofondateur. Et donc la particularité d'Inart, ce que j'ai beaucoup aimé dans le projet, c'est que ça partait vraiment d'un besoin clinique. Et ça, c'est très fort pour la création de start-up, parce qu'on sait qu'il y a un vrai besoin auquel il faut répondre. Et donc, Inart, c'est la première réelle spin-off du Lyric, qui a été créée en 2017, il y a bientôt 5 ans. Et donc depuis, il y a beaucoup de chemin qu'on a fait. Donc on a transformé d'abord toute cette technologie qui était au stade de la recherche en un produit commercial qui est maintenant marqué CE et approuvé par la FDA. Donc on commence à commercialiser en Europe et aux États-Unis. L'intérêt aussi d'être associé au Lyric, c'est pas seulement la technologie qu'on a transformée en produit, c'est aussi tout le réseau, comme on a vu avec la vidéo, du Lyric, qui permet d'aider à cette commercialisation avec toute la visibilité, la crédibilité que nous donne le Lyric au sein de la communauté et des clients à travers le monde. Parce qu'il y a une aura internationale du Lyric, bien entendu. Et donc, nous, on fournit un service un peu similaire au projet de recherche, c'est un service sur le cloud où de traitement d'images qui transforme les images préopératoires, scanner ou IRM, en un jumeau numérique du cœur du patient et qui va permettre de mieux planifier et guider les interventions d'ablation par cathéter. Alors, initialement sur les tachycardies ventriculaires. Et c'est là où on a un produit qu'on commence à commercialiser en Europe et aux États-Unis. Et on est également en train de travailler sur d'autres applications cliniques, telles que la fibrillation auriculaire, les PVC et la stratification du risque pour les risques de mort subite à partir de l'imagerie. Alors la boîte, donc on est actuellement une trentaine de personnes. Donc on est, comme je dis, certifié, on a démarré la commercialisation et là on est dans un stade où on prépare une levée de fonds pour accélérer cette commercialisation et également développer les nouveaux produits dont je parlais tout à l'heure. Il y a une présentation la présentation de Jean-Marc maintenant ou... D'accord. Donc historiquement, cette start-up Inart et le Lyric ont bien sûr des liens très étroits, puisque c'est né de cet institut de recherche. Alors Jean-Marc, peut-être peux-tu nous dire comment les liens finalement continuent à perdurer avec les parents qui sont le Lyric. Est-ce que ce bébé vole de ses propres ailes? Comment ça se passe? Ouais, tout à fait, c'est encore un adolescent. Il a besoin de ses parents. Et comme je disais, il y avait un intérêt de la technologie parce que de ce lien avec l'IHU, de par la visibilité, etc. Mais c'est pas tout. Comme je dis, il y a d'autres produits pour arriver sur d'autres marchés. Et le Lyric nous accompagne dans cette démarche avec un lien très étroit, notamment par la présence des cofondateurs qui sont des membres du Lyric, mais aussi par la création d'un labo commun qui permet de profiter de toutes ces infrastructures, toute l'expertise de toutes les personnes
du lyrique pour travailler sur les sujets qui nous intéressent. Et tout ça, c'est extrêmement important et ça a énormément de valeur pour nous, notamment aussi parce que oui, il y a ces infrastructures et cette facilité d'accès aux soins cliniques ou à tester nos technologies rapidement dans la clinique et d'avoir un retour très rapide, de faire avancer ces technologies très rapidement en répondant aux besoins de l'utilisateur et à un besoin clinique. Et tout ça au service du patient, bien entendu. Alors oui, la vocation du lyrique, bien sûr, c'est de faire naître des spin-offs, hein, des petites graines d'entreprise au sein du lyrique, puis en faire effectivement ces adolescents start-upers, mais on n'a pas vocation dans un avenir je veux dire à 10, 15 ans, de garder ces entreprises. L'idée, c'est vraiment de les aider à grandir et puis ensuite elles-mêmes à trouver eh bien, un nouveau cadre pour grossir. Alors, on reste dans InArt. Hubert, tu es comme nous tous, tu as plusieurs casquettes. Tu as la casquette de médecin radiologue à l'hôpital, donc où tu fais du soin délivré aux patients. Tu as la casquette donc d'entrepreneur, puisque tu es cofondateur de cette entreprise. Tu as également le statut d'enseignant-chercheur, où c'est un statut où on est amené à faire de la recherche, à faire de l'enseignement aux étudiants. Donc, comment tu arrives à gérer un petit peu toutes ces casquettes dans une journée qui ne fait, ma foi, que 24 heures? Et heureusement, je dirais. Alors, je préférais plutôt que de parler de mon emploi du temps, je préférais parler de l'opportunité que c'est. C'est vrai que les statuts que l'on a de hospitalo-universitaires sont des statuts qui classiquement ont des responsabilités soins, recherche et enseignement. Mais depuis une dizaine d'années, et le programme Investissement d'avenir a mis ça un peu au centre du jeu, la recherche doit être associée à une valorisation. Et cette valorisation peut se faire de plusieurs manières. Dans des domaines, il s'agit de collaborer avec des industriels du secteur. Dans mon domaine de l'imagerie, c'est vrai qu'on ne va pas construire des nouvelles IRM, mais il y a tout le volet logiciel qui permet la création d'entreprises parce que la barrière à l'entrée est beaucoup plus faible en termes de contraintes réglementaires et de nécessité de développement. Et l'ajout de ces projets d'entreprise à une carrière d'hospitalo universitaire est un enrichissement énorme. Je pense que c'est important pour une entreprise d'avoir des fondateurs qui soient des cliniciens qui viennent du terrain, mais à l'inverse, pour un clinicien comme moi, la capacité d'aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'au patient. Personnellement, je trouve que la réalisation d'InArt, avec 30 employés, 4000 patients traités par la technologie, vaut toutes les publications que j'ai pu faire. C'est parce que les publications sont vite périmées. 2 ans plus tard, la science a progressé. Voilà. Alors que savoir qu'il y a 30 familles qui vivent de cette activité et que c'est pas fini et qu'on amène aux patients des choses qui sont vraiment adaptées à leurs problèmes et ce, pas que dans le Bordelais, mais également au fin fond du Minnesota, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisant. Oui, on revient donc à notre passion initiale, hein, c'est d'essayer de rendre service au maximum de gens et notamment au niveau des patients. Mais écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de nos interviews. Je vous remercie donc Hubert et puis Jean-Marc pour cette intervention. J'espère que notre petite escapade à l'intérieur du cœur grâce à Cyril vous a plu. Et puis, je crois, Anne-France, qu'on va pouvoir répondre à quelques questions que vous avez lancées au travers du chat. Donc, est-ce qu'on peut avoir la première question? Oui, effectivement, vous avez quelques questions. Une première question pour le professeur Cochet. Est-ce qu'un jour, on pourra se passer des cathéters pour être soigné de ces arythmies? Oui, et alors, c'est déjà pour aujourd'hui d'ailleurs. Pour un petit groupe de patients qui malheureusement sont bien comme d'habitude, les patients les plus graves, les patients qui sont résistants à de multiples ablations par cathéter et qui reçoivent énormément de thérapie de leur défibrillateur qui, je vous le rappelle, est là pour corriger une arythmie quand elle survient, mais qui ne prévient pas la survenue d'arythmies futures. Donc ces patients, s'ils font 10, 15 morts subites par jour, vont recevoir 10 ou 15
chocs électriques qui vont altérer énormément leur qualité de vie et impacter leur survie à très très court terme. Donc on est dans des situations de dernier recours où là, une technologie a été introduite récemment, qui est la radiothérapie stéréotaxique, que peut-être nos zoomers connaissent pour le cancer. Hein. Il se trouve que des technologies de radiothérapie stéréotaxique ont été développées pour les tumeurs mobiles, comme celle du poumon ou du foie. Et donc, on a la capacité de suivre une cible, le mouvement d'une cible dans le temps. Et on a donc développé, grâce en partie au logiciel musique et à la technologie développée par InArt, une méthode de définition des cibles spécifiquement pour la radioablation stéréotaxique. Alors pour l'instant, c'est quand même réservé encore une fois au dernier recours, mais peut-être qu'un jour, d'autres énergies viendront. Les ultrasons focalisés, le laser sont moins délétères, créent moins de dommages collatéraux que la radiothérapie stéréotaxique. Et donc oui, aujourd'hui, on a tellement d'informations avant de rentrer dans une intervention sur la cible à traiter, que finalement, si on pouvait même se passer de rentrer dans le cœur et de faire une intervention invasive, ce serait souhaitable. On mettrait Mélèze Ossigny à la retraite, hein, par contre. Hein, ça, je pense qu'on a encore pas mal de travail. Je n'ai pas d'inquiétude. On a une autre question. Quelles sont les études cliniques en cours avec Music InArt, entre les deux? Je la prends, ouais. Alors, on fait de manière continue une recherche sur les relations structure-fonction dans les arythmies cardiaques. Dans mon laboratoire de recherche, on cherche à identifier des caractéristiques de la forme du cœur ou de la composition du tissu qui sont associées soit à la survenue d'arythmies, soit à la complication d'arythmies, comme les AVC dans la FA, ce genre de choses. Il y a énormément de recherches amont, comme ça, monocentriques, exploratoires. Mais la technologie InArt, dans sa capacité à simplifier les interventions, à les rendre plus rapides, plus simples, plus efficaces, va être testé à plus large échelle à partir de ce mois-ci, grâce à un financement de l'EIT Health, qui est un fonds de recherche européen. Donc c'est un consortium qui regroupe l'entreprise InArt, l'IHU Lyrique, l'Université de Bordeaux, le CHU de Bordeaux et l'INRIA, ainsi qu'une université hollandaise qui fait une étude médico-économique sur l'impact donc de la technologie sur les coûts de santé, en fait, dans sa capacité à simplifier les interventions. Donc ça va être une étude qui va être menée sur 15 centres européens dans 5 pays européens et qui commence donc en juin. Là. Très bien. On a effectivement une autre question qui est un petit peu plus généraliste, peut-être pour le docteur Ossigny. Quelles pourraient être les grandes améliorations du traitement de l'arythmie dans 10 ans? Alors c'est une vaste question, hein. Tout dépend bien sûr à quelle arythmie on s'adresse. Si on s'adresse à la fibrillation auriculaire, probablement dans 10 ans, je vois beaucoup d'évolutions et d'améliorations technologiques, donc avec notamment l'utilisation d'une autre énergie que celle qu'on utilise actuellement. C'est déjà en cours, hein, mais un raffinement des paramètres de cette nouvelle énergie, des nouveaux cathéters pour traiter cette arythmie. Donc ça, je vois bien que dans les 10 ans, c'est vraiment quelque chose qui va être très développé dans le monde, et une partie de ce développement va se faire ici. Également sur le côté prévention, je pense que dans les 10-15 ans, on aura des nouveaux outils, des biomarqueurs pour identifier des gens qui sont à risque de fibrillation auriculaire, et donc prévenir un peu en amont le risque d'AVC, qui est une complication dramatique. Donc c'est là où je vois des améliorations sur la fibrillation auriculaire. Sur le côté mécanistique, probablement qu'il y en aura, mais je ne suis pas sûre que ça apportera un vrai plus pour le patient, puisque c'est une arythmie qu'on arrive à traiter maintenant avec nos outils et notre connaissance, et on arrive à traiter avec 1 ou 2 procédures des patients avec un taux de succès qui est aux alentours de 90%. Concernant les fibrillations ventriculaires, là, c'est un gros challenge, et dans les années à venir, dans les 10-15 ans, c'est vraiment la prévention et l'identification des patients qui sont à risque. Alors bien sûr, cette identification va passer par de l'innovation technologique. Comment mieux
traiter l'information électrique qui vient du cœur, notamment l'information électrique qu'on reçoit au travers des signaux électriques sur le torse, au travers d'un électrocardiogramme de base ou un électrocardiogramme, un super électrocardiogramme, et tout ça grâce à l'intelligence artificielle qu'on met aussi dans ces outils pour mieux identifier sur un suivi de 5 à 10 ans quelles sont les personnes qui pourraient être à risque de mort subite. Le volet imagerie, comme vous l'a montré Hubert et puis Jean-Marc, était également une façon non invasive, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas des cathéters à l'intérieur du cœur. C'est vraiment aussi une façon extraordinaire d'aller identifier les patients qui pourraient présenter des cicatrices, mais l'idée, ce n'est pas juste d'identifier les gens qui auront des cicatrices qui peuvent faire une mort subite, c'est d'essayer d'avoir le maximum de caractéristiques, de métriques dans cette cicatrice pour savoir laquelle est arythmogène ou pas. Et ça, et merci encore grâce à nos donateurs et mécènes, puisque nous allons pouvoir installer dans quelques mois à l'IHU un scanner de nouvelle génération dans lequel nous pourrons accueillir des patients du lyrique pour pouvoir étudier plus en profondeur et de façon beaucoup plus précise, puisque c'est un scanner qui va permettre de voir presque l'infiniment petit et vraiment d'identifier les patients qui sont à risque de mort subite. Donc dans ces 10 ans, ces deux grosses innovations. Et puis, dans l'insuffisance cardiaque et le suivi des patients qui font notamment des fibrillations auriculaires, c'est tout le développement de la télémédecine qui est chapeauté ici par Pierre Bordachar, Sylvain Ploux et Marc Strict, et puis également par une start-up qui a été créée ici au sein de l'IHU qui s'appelle Careline et qui a pour but effectivement de développer ces outils connectés et de faire un suivi à distance de patients qui ont ces objets connectés au travers d'un pacemaker, d'un défibrillateur, des montres connectées, une balance connectée. Voilà, tout ça pourrait bien sûr éviter les hospitalisations trop importantes et pouvoir reprogrammer à distance une prothèse, un pacemaker qui dysfonctionnerait. Merci, docteur Aussi. On a à nouveau 2 autres questions en lien avec Inart. Donc pour Jean-Marc Perrat, le logiciel que vous avez présenté fonctionne pour le cœur, mais pourrait-il s'étendre à d'autres marchés ou à d'autres organes ? Alors, comme je disais, il s'applique au cœur, mais il y a différentes pathologies sur lesquelles ils peuvent s'appliquer. Donc, on a commencé avec la tachycardie ventriculaire. Et ensuite, on va sortir de nouveaux produits dans les années qui viennent sur la fibrillation auriculaire, parler de la stratification du risque aussi par l'imagerie, dont parlait Mélez. Mais après, en effet, on pourrait imaginer que cette technologie de jumeaux numériques pourrait s'appliquer à n'importe quel organe. Il se trouve que, étant sorti de l'IHU et de l'expertise qu'on a en interne sur les arythmies cardiaques, on va se focaliser là-dessus, là où on a notre expertise et notre valeur ajoutée par rapport à d'autres entreprises. Mais il se peut très bien qu'on évolue vers d'autres organes, effectivement. Très bien, merci. J'ai une autre question pratique et technique. Professeur Cochet, vous nous avez dit que Inart a été créé en 2017, mais on a une question plus précise. Combien de temps a pris le développement du logiciel musique et quel a été le coût approximatif du développement du logiciel ? Alors, le coût du développement du logiciel musique, je pense que Jean-Marc le saurait mieux que moi, parce que c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une quantification au moment du transfert, parce que c'est quelque chose qui doit se payer d'une manière ou d'une autre et qui s'est payé. D'ailleurs, on a eu un modèle très intéressant de prise de participation dans la société par l'IHU. Ça, c'est quelque chose qui assaigne énormément le co-développement futur, parce que ça aligne les intérêts. Mais alors, je pourrais difficilement mettre un chiffre. On va dire que de 2010 à 2017, je dirais qu'une équipe de peut-être 3 ingénieurs au début et 6 ou 7 à la fin a travaillé à temps plein, sans compter les encadrants. Voilà, okay. Quelque chose comme ça. Très bien. Et encore il faut faire les maths, quoi. Oui. Les grilles de salaire sont très faibles dans l'hôpital public, l'université. Il y a une autre question en lien avec le coût, c'est le coût par traitement de l'utilisation de ce logiciel. Est-ce qu'il y a une prise en charge
globale qui est faite par rapport aux patients? Ouais, alors pour l'instant, actuellement, on n'a pas de remboursement pour cette technologie. Mais par contre, on s'appuie sur le fait que en fait, cette technologie permet de simplifier les procédures et de les rendre beaucoup plus rapides et donc avoir un gain de coût sur l'ensemble de la procédure. Et donc, la technologie va s'inclure dans le coût de remboursement total d'une intervention, comme peut l'être certains équipements de ces interventions. En fait. Très bien. Hop. Alors, nous avons d'autres questions, Anne-France ou... Non, nous avons fait le tour des questions. Une dernière, peut-être pour le docteur Ossini, c'était comment peut-on vous aider pour l'IRIC? Alors, vous pouvez nous aider effectivement, je pense, de deux façons. La première, c'est de prêcher la bonne parole auprès de vos amis, vos relations, vos contacts. Parce que c'est important de communiquer sur ces maladies du rythme cardiaque et c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler vu l'impact socio-économique de ces maladies. Je ne vais pas répéter les chiffres, mais c'est quand même important. Donc c'est communiquer, sensibiliser les gens à ces maladies, à prendre soin de leur cœur. Quand il y a des palpitations, à aller consulter les bonnes personnes, pas juste dire oh, non, c'est rien, ça ira. Et puis, deuxièmement, en nous aidant grâce à un don, parce que malheureusement, la recherche, c'est un temps long. Même si nous faisons ici de la recherche, 80% de notre recherche est appliquée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour pour le patient dans les 3 à 5 ans, entre le moment où on décide de partir sur telle recherche. Et puis, donc cette recherche, c'est un temps long. La recherche, ça a besoin d'argent. Donc, grâce aux dons, ça nous permet d'accélérer la recherche pour pouvoir aller plus vite et puis délivrer des thérapies innovantes plus rapidement pour le patient et puis pour le bien de tous. Voilà. Donc, je pense que sur ces mots, j'espère que ce webinaire vous a plu. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, vous pouvez nous les envoyer par mail et on se fera un plaisir d'y répondre en fonction des sujets. Nous restons toujours bien sûr mobilisés au sein de l'IHU. Toutes les équipes sont mobilisées sur tous les projets dont nous vous avons parlé, mais également sur des projets à venir qu'on vous présentera lors de prochaines éditions, comme notamment la télémédecine. On pourra y consacrer un webinaire là-dessus probablement l'année prochaine. En tout cas, toute l'équipe du Lyric vous remercie infiniment pour votre soutien. C'est important de se sentir aidé et de vous avoir à nos côtés. Vous faites en tout cas la différence. Merci, merci beaucoup. Et vous nous permettez tous les jours de nous dépasser et vous donnez bien sûr à toutes les équipes l'impulsion nécessaire pour innover dans les nouveaux traitements de ces maladies. Alors encore une fois, je vous remercie et je vous souhaite de passer un bel après-midi. Merci à tous. Merci à tous.